Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Aujourd'hui, je vais vous raconter la plus grande affaire de pédocriminalité jamais jugée en France. Pendant près de 30 années, le chirurgien Joël Le Squarnec a profité de son statut de médecin pour abuser sexuellement d'enfants hospitalisés et sous anesthésie. Avec moi, vous entendrez les voix de certaines victimes de Joël Le Squarnec, des avocats et des journalistes qui ont travaillé sur cette affaire. Bonne écoute. Nous sommes au mois de mai 2017, à Loches, en Indre-et-Loire. C'est ici que vit Martine Méa. Comme tous les dimanches soirs, la mère de famille s'installe devant son téléviseur avec son mari et tombe sur un reportage qui va bouleverser le cours de sa vie. Le docteur Joël Le Squarnec, 67 ans, un chirurgien gastrique qui exerce à temps partiel à l'hôpital de Jonzac. Il n'a jamais attiré l'attention. 12 ans auparavant, 13 octobre 2005, il a été condamné à 4 mois de prison par le tribunal de Vannes pour détention d'images pédopornographiques. Joël Le Squarnec a pu continuer à exercer, même auprès des enfants. Quand on a entendu le nom, on était atterrés. Atterrés. Martine est sous le choc. Pendant des années, cet homme qu'on accuse d'être un dangereux pédocriminel a été son ami. Je suis estomaquée. Ils expliquent des choses monstrueuses et pour nous, c'était quelque chose mais d'inimaginable. Inimaginable pour Martine, mais pas pour sa fille, Gowinda. Papa et maman me disent « T'as vu Joël ?» Je dis « Oui, je suis pas surprise. » Et pour cause, ses parents ne le savent pas encore, mais Gowinda fait partie des 300 victimes présumées du prédateur en blouse blanche. Ce soir, vous allez découvrir le terrifiant parcours d'un éminent chirurgien, le docteur Joël Le Squarnec. Il se sert de son statut de médecin pour assouvir ses besoins sexuels. Il a fait ce qu'il n'aurait jamais dû faire. Comment il a osé, comment il a pu. Un pervers qui notait tout sur son journal intime. Il est fier de lui. Il dit « Je suis le plus grand pédophile que la Terre ait jamais porté. » C'est un grand malade. C'est un monstre. Comment ce pédocriminel en série est-il passé entre les mailles du filet pendant 3 décennies? Des gens se sont doutés de quelque chose. Je dis « Tu es dangereux, démissionne ». Il est protégé par son statut de chirurgien. Il s'est senti intouchable. Entre impunité À ce moment-là, on cherchait beaucoup de médecins. et omerta. Elle est informée de quelque chose qui ne va pas. Vous avez des choses à dire quand même. Enquête sur un prédateur arrêté après 30 ans d'impunité, un criminel qui aurait pu être démasqué beaucoup plus tôt. Mai 2017, à Saintes, en Charente-Maritime. Un jeune couple bouleversé se présente au cabinet de maître Francesca Satta. Je rencontre une dame et un homme qui viennent me voir à mon cabinet, qui me disent « Notre voisin a touché notre fille. » Touché, je dis « Est-ce que vous pouvez me développer un peu plus ce qui a pu se passer ?» Les parents de l'enfant racontent qu'en plus des attouchements, leur voisin a violé leur fille âgée de 5 ans à peine. La fillette, que nous appellerons Maëva, était alors en train de jouer chez elle, dans son jardin. Voici comment les faits se sont déroulés. La maman était dans sa cuisine. Elle va voir sa fille arriver précipitamment vers elle. Et l'enfant va lui parler du voisin. Et là, elle lui explique, avec ses mots d'enfant, que ce voisin est méchant. Et la petite fille finit par lui dire « Le voisin m'a montré son zizi ». Les parents de la petite fille décident immédiatement d'aller porter plainte.
On a une enfant qui va se confier en gendarmerie sur véritablement ce qu'elle a pu subir, et quand elle ne pouvait pas l'expliquer, elle le mimait avec les instruments qui étaient mis à sa disposition pour dire voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'il m'a fait. Il s'est approché du grillage et à travers le grillage, il a touché Maëva. En gros, il va procéder à des attouchements sur la gamine de 5 ans à travers la clôture. Ces déclarations, les enquêteurs vont les prendre très au sérieux. Le 2 mai 2017, Joël Le Squarnec, le voisin, est placé en garde à vue. C'est un homme de 68 ans à peu près à l'époque, chirurgien. C'est un notable local, reconnu comme un bon chirurgien dans son hôpital. Ça fait 9 ans qu'il vit seul dans cet appartement à Jonzac. C'est absolument pas le profil de délinquant que les gendarmes ont l'habitude de voir. On ne comprend pas. Est-ce qu'il a eu un écart ? Qu'est-ce qui s'est passé ? À ce stade, c'est une affaire d'exhibition sexuelle, de corruption de mineurs, mais à ce stade, c'est un fait isolé. À ce moment-là, personne ne se doute que le courage de cette fillette de 5 ans a permis d'arrêter celui qui pourrait être le plus redoutable pédocriminel français. Certaines personnes forcent le respect. Travail, famille, amis, tout leur réussit. C'est le cas de Joël Le Squarnec. Lorsque Martine Méa l'a connu dans les années 80, c'était un collègue de son mari. Et le chirurgien lui a tout de suite fait forte impression. Je me souviens très très bien de la fois où je l'ai rencontré, parce que moi je le trouvais plutôt bel homme. Ouais, il avait une espèce de prestance. Il était toujours bien tiré à 4 épingles. Il mettait des chemises bien repassées et tout. Il se tenait toujours bien droit, là, comme ça. À l'époque, Joël Le Squarnec a 30 ans et il vit à Loches. Dans ce manoir, en compagnie de Marie-France, sa femme, et de leurs 3 fils. On est invité chez lui plusieurs fois et c'est magnifique. Moi, j'aimais beaucoup ce manoir. Le couple Le Squarnec, c'est un couple qui est plutôt en vue à Loches et qui a vraiment une place de choix dans cette micro-société. C'est vraiment les notables du coin. Ils reçoivent beaucoup. Joël Le Squarnec joue du piano, chante. Intérieur bourgeois, grande réception mondaine. La famille Le Squarnec ne se prive de rien. Et Marie-France semble s'épanouir dans son rôle de maîtresse de maison. Ils se sont rencontrés relativement jeunes. Marie-France était aide-soignante, lui était interne. Ils ont fondé rapidement un foyer, ont eu 3 enfants. Très vite, elle va s'arrêter de travailler, s'occuper des enfants. Et c'est lui qui va subvenir aux besoins de la famille. Il travaille comme un acharné, il ne fait que ça. Il dit d'ailleurs qu'il n'aura pas vu ses enfants grandir. Mais c'est vraiment un fonctionnement à l'ancienne, avec une femme qui s'occupe des enfants et puis l'homme qui se consacre à son travail et qui gagne énormément d'argent. Donc évidemment, vu que son mari gagne beaucoup, elle en profite aussi, donc elle mène grand train. Je la voyais bourgeoise, effectivement, parce que toujours bien mise. Non, c'était une jolie femme, coquette et tout, oui. Une jolie épouse avec laquelle Joël Le Squarnec semble avoir toujours entretenu de bons rapports. Et ce, même après leur séparation, en 2005. De bonne composition, le chirurgien sait aussi se rendre indispensable à l'hôpital. C'est que le genre de personnage qui est là toujours à répondre à toutes les heures supplémentaires qui doivent être faites, assurer les urgences quand il faut les assurer, qu'il n'y a personne qui peut le prendre, c'est formidable. C'est le chirurgien dynamique, classe et tout, à qui tout réussit. Qu'est-ce qu'on veut de plus ? Travailleur, serviable, généreux, sur le papier, Joël Le Squarnec
a vraiment tout du chic type au parcours exemplaire. Difficile dès lors de l'imaginer agresser une fillette. Et pourtant, souvenez-vous de la réflexion de Gowinda lors de son arrestation. Je dis oui, je suis pas surprise. Une réaction qui n'échappe pas à ses parents. Et elle nous dit, de toute façon, c'est un salaud. Et nous, on comprend pas. Parce que franchement, on comprend pas. Et donc là, forcément, il me demande pourquoi et je veux pas répondre. Et ils me disent, non, il faut que tu nous dises. C'est alors que Gowinda va leur révéler un terrible secret qu'elle avait soigneusement enfoui. Écoutez bien, la scène se passe alors qu'elle a à peine 10 ans. Ce soir-là, Joël Le Squarnec est venu dîner chez les Méas. Vers 22h, la petite Gowinda part se coucher. Peu après, Joël Le Squarnec s'éclipse pour, dit-il, se rendre aux toilettes. À un moment donné, j'entends que la porte de la chambre, elle s'ouvre en fait. Et du coup, je le vois rentrer. Et après, il est venu me voir. Et après, je sais pas comment dire en fait. Enfin bref, il a glissé sa main et il a fait ce qu'il aurait jamais dû faire. Je me souviens de tout. Je me souviens de comment il était habillé, ses mains, ses lunettes. Et puis à la fin, il m'a dit que fallait pas que j'oublie que mon père n'était pas encore médecin. Qu'il était qu'interne. Et du coup, il me fait comprendre que ce serait bien que je me taise, en fait. Pour Martine, la maman de Gowinda, le choc est terrible. C'est d'autant plus cruel que on n'a rien perçu du tout. Ça nous a jamais traversé l'esprit. Jamais, jamais. Et en fait, c'est un tsunami qui se prenne en pleine tête, quoi. Exactement ce que je voulais pas. Ah ça, moi, je suis folle. Et mon mari, lui, c'est encore pire. Pour lui, il a fait rentrer le loup dans la bergerie, quoi. Et qu'il ne l'ait pas vu et qu'il n'ait pas protégé ses enfants. C'était quelqu'un en qui il avait confiance aussi. Les parents de Gowinda se sentent coupables de n'avoir rien vu. Ils n'ont pas encore compris qu'ils se sont fait manipuler par un redoutable prédateur. Un homme sans scrupules dont la perversité ne semble avoir aucune limite. Rien ne pouvait préparer les enquêteurs à ce qu'ils allaient découvrir lors de la perquisition du domicile de Joël Le Squarnec. Mais dès qu'ils ont passé le pas de la porte, ils ont tout de suite ressenti un profond malaise. L'atmosphère de la maison, elle est lugubre. Vous rentrez dans une maison toute noire, toute sale, rien n'est entretenu. Enfin, rien ne correspond avec le type de maison que l'on pourrait attendre d'un chirurgien. Ils vont d'abord découvrir des poupées, des dizaines de poupées qui jonchent le sol, les canapés. Il y a des poupées qui sont décapitées, des poupées qui sont démembrées. Certaines grandeurs nature représentant des enfants, dont une qui a des menottes par exemple, enfin voilà, des poupées très bizarres. Qu'est-ce qu'il fait avec des poupées qui ressemblent à des enfants, qui ont la taille d'un enfant? Il commence à s'interroger. Les enquêteurs s'interrogent aussi sur la présence de perruques disséminées aux quatre coins de la maison, jusqu'à ce qu'ils découvrent l'impensable. Ce qui va faire basculer l'affaire, c'est les dizaines de clés USB et de disques durs qui sont retrouvés.
Là, les gendarmes font une découverte vraiment saisissante parce qu'on va trouver des fichiers informatiques qui vont nous mener à des vidéos, à des photographies qui sont des mises en scène de Monsieur Joël Le Squarnec lui-même avec ses poupées. Horreur absolue. Dans ces dossiers informatiques, les enquêteurs retrouvent aussi de véritables clichés pornographiques de petites filles, mais aussi de jeunes garçons. Il y a des centaines et des centaines et des centaines de photos, de diaporamas. Il y a 300 000 images à caractère pédopornographique, à peine regardables. Je vous assure que c'était épouvantable. Et le pire, c'est que ces clichés ne sont que la partie visible de la perversité de Joël Le Squarnec. À un moment donné, dans leur recherche, ils vont soulever des lattes du plancher. Les enquêteurs vont découvrir des carnets manuscrits qui en réalité reprennent tous les faits et gestes de nature sexuelle commis par Monsieur Le Squarnec sur des patients, mais pas seulement. Les gendarmes vont découvrir un listing aussi, sur lequel tout est consigné, le nom des victimes, les âges, les dates des faits et quasiment la nature des faits. J'ai lu l'intégralité de ces carnets qui démarrent en 1990 pour s'arrêter quelques jours avant son interpellation en 2017. C'est au total des milliers et des milliers de pages de récits. L'écriture est très appliquée. On a une organisation qui est systématiquement reprise. Vous avez la date, vous avez le jour, vous avez l'heure précise. Vous avez le nom de l'enfant. C'est des petits paragraphes qui peuvent faire entre 3, 4 et 50 lignes. Au début, ça se présente un peu comme des lettres qu'il écrit à ses victimes. Mon cher petit, ma chère petite. À la fin, il écrit systématiquement « Je t'aime »,« Au revoir, je t'aime » ou juste « Je t'aime ». Dans ces carnets, il ne manifeste aucun remords, aucun regret, aucune honte. C'est le collectionneur. Il est fier de lui. Il dit « Je suis le plus grand pédophile que la Terre ait jamais porté ». Voici par exemple ce qu'écrit Joël Le Squarnec le 10 avril 2004. Tout en fumant ma cigarette du matin, j'ai réfléchi au fait que je suis un grand pervers. Je suis à la fois exhibitionniste, voyeur, sadique, masochiste, scatologique, fétichiste, pédophile. Et j'en suis très heureux. Le chirurgien assume sa perversité, comme en témoigne aussi un autre extrait. Je ne me refusais rien. Et en effet, les gendarmes vont éplucher ses carnets et s'apercevoir que dans les 18 hôpitaux où il est passé à partir de 1986, Joël Le Squarnec écrit avoir systématiquement abusé de ses jeunes patients. Le décompte est effrayant. 29 victimes présumées à Loches, dans l'Indre-et-Loire, 213 dans le Morbihan, 39 dans le Finistère et 31 à Jonzac, en Charente-Maritime. Au total, le chirurgien aurait pu faire plus de 300 victimes. C'est un chiffre clairement qui donne le tournis aux enquêteurs à ce moment-là. C'est-à-dire que eux, ils partent d'un fait sur une petite fille. Une perquisition plus tard, ils se retrouvent avec potentiellement l'agresseur de 300 enfants. Vertigineux. Et pourtant, en garde à vue, le docteur Joël Le Squarnec va tenir un tout autre discours. En confrontant Joël Le Squarnec aux écrits de son carnet, les enquêteurs ont bon espoir de le faire avouer. Mais le chirurgien, intelligent et habile, ne s'affole pas. Bien au contraire, il a réponse à tout. Monsieur Le Squarnec va vous dire que tout ce qui est dans les carnets n'est que fantasme. Voilà. Et il va dire assez vite que, en fait, dans ses écrits, il exagère la réalité. Il dit « Ok, j'ai écrit ça, mais ce sont des fantasmes et c'est ce qui m'empêche justement de passer à l'acte. » Donc, d'une certaine manière, il conteste l'ensemble des faits.
Seulement, il y a quelque chose qui cloche dans les déclarations de Joël Le Squarnec face aux gendarmes. Car si ces écrits ne sont qu'inventions, comment expliquer que le médecin mentionne le nom de Maëva? La petite voisine, elle apparaît dans les carnets. Il dit qu'il l'observe. Il exprime par écrit son plaisir de voir cette petite fille évoluer dans le jardin d'à côté, en projetant déjà un certain nombre de fantasmes sur cet enfant. Et il n'y a pas que Maëva qui est citée dans les cahiers du chirurgien. Il y a aussi Gowinda. Tout laisserait donc penser que les récits du médecin ne sont pas simplement des fantasmes. Donc, évidemment, la question qui se pose, c'est si ces deux victimes sont mentionnées dans le carnet et que là, c'est vrai, pourquoi les 300 autres victimes potentielles mentionnées sur le listing ne le seraient pas? À charge maintenant pour les enquêteurs d'en faire la démonstration. La tâche s'annonce complexe, et cela pour une raison toute simple. Les écrits seulement simples ne sont pas une preuve en matière criminelle. Il aurait pu tout à fait imaginer complètement toutes ces agressions sexuelles et tous ces viols. Il n'y a pas de plainte. Personne ne s'est plaint contre lui. Il n'y a pas eu de plainte de déposer contre lui. Ce qui peut poser question, c'est le pourquoi personne, pendant toutes ces années, n'a déposé une seule plainte. Alors, comment expliquer qu'aucun enfant n'ait rien dit pendant plus de 3 décennies? La réponse se trouve peut-être là encore dans les carnets du docteur Le Squarnec. Il a cette phrase, il dit il faut savoir être patient et saisir sa chance. Il explique dans ses carnets qu'il s'en prend à des jeunes patients après une intervention chirurgicale. Et il va profiter de l'anesthésie du sommeil de ses patients pour commettre certains actes. C'est souvent des gestes très furtifs qu'il met en place pour éviter d'être surpris. Toujours dans ses carnets, le prédateur en blouse blanche écrit qu'il aurait trouvé un prétexte imparable pour abuser de ses jeunes patients dans leur chambre d'hôpital. C'est quelque chose qui va décrire assez précisément comment il attend d'être seul dans la chambre avec les enfants. Il va effectuer ses visites en solo, sans présence d'une infirmière ou d'une aide-soignante. Avec les enfants, il va toujours prendre le prétexte d'un acte médical pour commettre des faits de nature sexuelle. Soulever le drap, passer sa main sous le drap, toucher la zone génitale du ventre, etc., c'est des pratiques acceptées, c'est dans des pratiques médicales. Sauf que lui, évidemment, il va aller beaucoup plus loin et transformer ça en agression sexuelle et en viol. En fait, il se sert de son statut de médecin pour assouvir ses besoins sexuels et ses perversités. Un mode opératoire qui expliquerait pourquoi les victimes présumées du chirurgien n'ont pas porté plainte. Anesthésiées ou convaincues d'avoir été auscultées pour des raisons médicales, elles n'auraient tout simplement pas eu conscience d'avoir été agressées. On a des victimes qui ont des souvenirs qui peuvent exister. On a d'autres victimes qui étaient endormies à l'hôpital et qui n'ont pas évidemment tous les souvenirs, si ce n'est peut-être des flashs. Alors, pour vérifier cette hypothèse d'un médecin prédateur avec 300 victimes à son actif, les enquêteurs vont avoir besoin de retrouver les supposées victimes, une par une. Autant dire que l'enquête s'annonce tentaculaire. On a besoin des témoignages pour asseoir l'accusation. Le boulot des gendarmes, ça va être de vérifier que tout colle, les noms, les dates, les pathologies. Est-ce qu'ils ont été hospitalisés à cette période-là? C'est ainsi que se met en route l'enquête qui va être monumentale pour retrouver effectivement 300 personnes décarnées qui peuvent ne plus avoir le même nom aujourd'hui, qui peuvent être mortes, qui peuvent vivre dans un autre pays, etc. et autres. Donc ça va être un travail titanesque. C'est le début d'une enquête hors norme et complètement inédite. Car cette fois-ci, ce sont les gendarmes qui vont devoir annoncer aux victimes qu'elles ont peut-être été abusées. Ces gendarmes-là, ils vont dire
À tous ces enfants devenus adultes, vous apparaissez dans les carnets de ce chirurgien Joël Le Squarnec. Est-ce que vous avez des souvenirs de quoi que ce soit? Ça va être un choc monumental. Ce moment qui a fait basculer leur vie dans l'indicible, certaines victimes du docteur Le Squarnec ont accepté de nous en parler. Merci d'avoir écouté la première partie de ce podcast consacré à l'affaire Joël Le Squarnec. Dans la seconde partie de cet épisode, vous allez découvrir comment le médecin a pu sévir pendant plusieurs années sans être inquiété. Sur la piste des tueurs en série, le podcast. Sur une feuille, 35 cases vides précédées de cette phrase terrible, la liste des victimes est la suivante. Fidèle à sa perversité, le vieil homme ne donne pas de nom. Michel Fourniret est un tueur absolu. Il a forcément tué toute sa vie. Donc, bien sûr qu'il existe d'autres victimes. Sur la piste des tueurs en série, c'est l'un des 200 podcasts à écouter sur l'application RTL. Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Dans la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire Joël Le Squarnec, vous allez découvrir comment le médecin a pu sévir pendant plusieurs années sans être inquiété. Avec moi, vous entendrez les voix de certaines victimes de Joël Le Squarnec, des avocats et des journalistes qui ont travaillé sur cette affaire. Bonne écoute. Marie, Adrien et Morissette et Roland ne se connaissaient pas. Et pourtant leurs vies ont basculé pratiquement au même moment, de la même manière et pour les mêmes raisons. Pour Marie, c'est arrivé le jour où les gendarmes ont toqué à sa porte. J'ai un peu eu peur de les voir redébarquer à la maison. Je me suis dit qu'il y avait peut-être eu un souci avec mon mari. Pour Adrien, l'annonce s'est faite par téléphone. C'est les gendarmes de Bretagne qui m'appellent pour m'informer que je fais partie des potentielles victimes de monsieur Le Squarnec. Immédiatement, Adrien se remémore ce chirurgien qui l'a opéré d'une appendicite à ses 11 ans. Je me souviens de lui, toujours avec sa blouse. Il est tout à fait gentil. Il n'y a rien d'anormal. Il n'y a rien d'un prédateur sexuel. Ouais, ça paraît irréaliste. Même incompréhension pour Marie, qui n'a aucun souvenir des agressions sexuelles du chirurgien. Je pensais qu'il me posait la question en tant que témoin, mais pas en tant que victime. Ce n'est que lorsque les gendarmes commencent à leur lire les extraits du carnet de Joël Le Squarnec qu'Adrien et Marie réalisent. Dans ses écrits, il décrit ce qu'il a fait et le plaisir qu'il y a eu. Les sentiments qu'il avait à faire ça. Et c'est abject, quoi. C'était répugnant. Et on parle de nous. Comment il a osé, comment il a pu. J'avais envie de vomir. On est sale, on est souillé par le fait qu'on apprend qu'on a été agressé sexuellement par un chirurgien et on se remet en question sur beaucoup de choses. Pour faire ressurgir les souvenirs qu'ils avaient enfouis dans leur inconscient, Marie et Adrien décident de consulter des spécialistes. J'ai eu des souvenirs qui sont remontés petit à petit, avec des images, des sons, des paroles, des phrases, qui reviennent au fil des mois. Il est venu ausculter un peu plus bas. Voilà. Pour moi, on était là uniquement dans un cadre médical, dans une auscultation médicale. J'étais qu'une enfant. Adolescent au moment des faits, Adrien avait quant à lui refoulé l'agression. J'avais bien conscience de l'agression sexuelle. Je suis très en colère. Je m'en veux. Parce que je n'ai pas réussi à éviter l'agression. Je pense que j'avais honte. Marie et Adrien en sont convaincus. Pour eux, tous les crimes que Joël Le Squarnec décrit dans ses carnets
sont bien réels. Aujourd'hui, ils ont entamé un long processus de résilience, mais il semblerait que certaines victimes du chirurgien n'aient pas survécu à leur traumatisme. Comme Mathis, le petit-fils de Morissette et Roland. Mathis, on l'avait tous les ans en vacances. C'était un petit garçon vraiment formidable. Il était très proche de nous. C'était un amour d'enfant. Voilà. Mais après avoir été opéré par le docteur Le Squarnec, le petit garçon joyeux commence soudainement à se murer dans le silence. On sentait qu'il y avait un mal-être, il y avait quelque chose qui était, un gros point d'interrogation. Cette chose à l'intérieur qui vous ronge, mais vous ne pouvez pas dire quoi. En grandissant, Mathis reste seul avec son traumatisme. Et ce, même après l'annonce des gendarmes. Il aurait très bien pu en parler à son grand-père alors qu'il lui racontait des trucs qu'il ne racontait pas aux autres. Et là, non, il ne voulait pas, comme si c'était la honte. Et après, la dépression ne l'a pas quitté jusqu'au 14 avril 2021. Ce jour-là, Morissette reçoit un appel qu'elle n'oubliera jamais. C'est le père de Mathis qui m'appelle et qui me dit « Assieds-toi ». Je sais pas, j'ai dit « Il y a quelque chose ». Il me dit « Mathis est mort ». C'est Mathis qui a voulu. C'est lui qui l'a voulu. Parce que la vie était devenue trop dure pour lui. Il faut l'accepter parce que c'est lui qui l'a voulu. Toute cette histoire, ça l'a tué. Ça l'a tué. Et pour les grands-parents de Mathis, le docteur Joël Le Squarnec n'est pas le seul responsable. Comme Marie et Adrien, il leur est impossible d'imaginer que personne n'ait rien remarqué à l'hôpital pendant plus de 3 décennies. Quand il était à Quimperlé, quand il était à Lorient, partout où il est passé, est-ce que les directeurs, ils le savaient? En se penchant sur ce dossier, nous sommes intrigués. Il y a eu des alertes, une dénonciation, mais tous les signalements sont restés sans suite. Alors, nous avons voulu savoir pourquoi pendant toutes ces années, ceux qui ont été informés ont choisi le silence. Nous sommes au mois d'avril 2006 et dans ce journal télévisé, le docteur Joël Le Squarnec prend la parole pour dénoncer la fermeture des blocs opératoires. On nous parle de chiffres, mais de chiffres bruts. Il est dans cette vidéo parfaitement détendu, très professionnel. Sans parler de la qualité de ce qui est fait. D'après les carnets du docteur Le Squarnec, à l'époque de ces images, cela faisait déjà 20 ans qu'il agressait des enfants en profitant de sa blouse blanche. On sent la toute-puissance du pédophile qui est devenu le porte-parole de l'hôpital pour lequel il travaille. A priori, à ce moment-là, personne ne se doute que Joël Le Squarnec a un double visage, chirurgien et pédophile à la fois. Pourtant, aux États-Unis, l'homme est bien connu des services de police. Pour comprendre, il faut remonter le temps et traverser l'Atlantique. En 2004, le FBI lance l'opération Falcon, une vaste enquête visant à identifier des consommateurs de contenus pédopornographiques. Le FBI va faire un coup de filet énorme et mondial. Les enquêteurs du FBI découvrent qu'il y a 2400 acquéreurs potentiels en France de fichiers pédopornographiques. Et parmi ces un peu plus de 2400 personnes en France se trouve Joël Le Squarnec.
Il serait allé sur des sites russes et même a payé avec sa carte bleue. C'est comme ça qu'on le retrouve et grâce à son adresse IP. Donc le FBI signale ça aux forces de l'ordre françaises. Joël Le Squarnec est donc interrogé par un juge d'instruction. Et face à lui, le respectable docteur va faire profil bas. Il va a priori reconnaître les faits, expliquer que c'était dû, semble-t-il, à une période un peu compliquée de sa vie. Il dit que son couple se délite et qu'il est tombé sur ces images et qu'il en a consulté de façon occasionnelle, mais que tout ça c'est derrière lui. Il minimise en fait complètement les faits. Il va, je dirais, faire pleurer dans les chaumières en disant que les choses sont compliquées dans sa vie, qu'il a dérapé, qu'il regrette éperdument ce qu'il a fait et que plus jamais ça ne se reproduira, bien évidemment. Un mea culpa qui, cumulé à la bonne réputation du chirurgien, va convaincre le juge de sa bonne foi. D'autant qu'à l'époque, très peu de photos pédopornographiques avaient été retrouvées au domicile du chirurgien. Donc, compte tenu de ce que le tribunal va appeler cette franchise, il va avoir une peine, en réalité, disons-le, très inadaptée, une peine de sursis simple. 4 mois d'emprisonnement avec sursis simple. N'ordonne aucune interdiction d'exercer la médecine, aucune interdiction d'être en contact avec des enfants et aucune obligation de se soigner. Ça va s'étouffer comme ça, c'est-à-dire qu'il a moins que quelqu'un qui va faire un excès de vitesse. Et il va le dire très clairement, à partir de ce moment-là, il s'est senti intouchable. Il a, en fin de compte, pas du tout été stoppé dans son action. Et je dirais que son action a pris du volume au fur et à mesure en se disant je peux continuer en toute impunité. Je ne comprends pas qu'il n'ait pas eu une interdiction d'entrer en contact avec les enfants dans le cadre de son métier. Ça, c'est quelque chose qui m'échappe et pour moi, c'est encore une énorme faille. En plus de cela, on n'a jamais eu à un seul instant l'idée d'aller voir son bureau professionnel. Et voilà, du propre aveu de Joël Le Squarnec, ce que les enquêteurs auraient pu y retrouver. Non seulement il utilisait son ordinateur professionnel pour visionner effectivement des images pédopornographiques, mais en plus de cela, il avait une armoire dans son bureau qui était toujours fermée à clé. Et dans cette armoire figurait un certain nombre de poupées. Et c'est à côté de ça qu'on est passé à l'époque. Résultat, rien qu'à l'hôpital de Quimperlé, dans les 3 années qui ont suivi sa condamnation avec sursis, le prédateur en blouse blanche aurait pu faire 39 victimes. Margot Steve a enquêté sur le parcours de Joël Le Squarnec. Et pour elle, les choses sont claires. Depuis sa condamnation avec sursis, rien n'a été fait pour protéger les jeunes patients des pulsions du chirurgien. En fait, les répercussions de cette condamnation, sur le moment, il ne va y en avoir aucune. C'est-à-dire que la justice nous transmet cette condamnation, n'informe de cette condamnation personne. Pas l'hôpital, pas l'ordre des médecins, ni qui que ce soit. En fait, cette condamnation, elle va rester confidentielle. Jusqu'en 2006. En effet, en 2006, un médecin de l'hôpital de Quimperlé écrit au directeur pour l'alerter sur le comportement du chirurgien. Ce courrier que Margot Steve s'est procuré, le voici. J'avoue m'interroger quant à la capacité du docteur Le Squarnec à conserver toute sa sérénité lorsqu'il intervient auprès de jeunes enfants. Ce collègue du docteur Le Squarnec, nous l'avons joint par téléphone. Et il nous a expliqué comment il en est lui-même arrivé à soupçonner le chirurgien après l'une de ses opérations qu'il a jugée anormalement longue. L'opération a duré 5 heures et donc je me suis dit mais c'est bizarre cette affaire et donc je décide évidemment d'aller voir Le Squarnec. Et il me raconte l'intervention comme une relation sexuelle avec l'enfance. Il a dit mais il a pénétré ceci, il s'est retiré de cela, enfin bon bref. Et comme j'ai vu ce festival de fantasmes sexuels, je dis tu es dangereux, démissionne. Et il finit par se redresser et nous dire vous ne pouvez pas m'y obliger. Cette phrase sonne comme un aveu. Aussitôt averti, le directeur de l'hôpital de Quimperlé va en informer la direction départementale de l'action sanitaire et sociale.
mais le signalement est pour le moins ambigu. Le directeur de l'hôpital alerte la DAS dans une lettre où il va en même temps le défendre, dire que c'est un excellent chirurgien, qui donne toute satisfaction, qui a de bonnes relations avec les patients et les parents des patients. Et donc là, il, en quelque sorte, dédouane ou protège le docteur Le Squarnec en expliquant finalement que c'est un bon praticien hospitalier qui a su convaincre sa direction de ses compétences. Et donc c'est une lettre en fait en demi-teinte qui va expliquer en partie pourquoi cette alerte ne va pas être prise au sérieux. L'impunité, encore et toujours. En 2008, le chirurgien quitte Quimperlé pour l'hôpital de Jonzac. Et cette fois-ci, le prédateur, au passé sulfureux, va prendre les devants. Donc en 2008, il va être très transparent dès le départ, puisqu'il va dire à la directrice de l'hôpital de Jonzac « Sachez que j'ai été condamné en 2005 pour détention d'images pédopornographiques ». C'est donc en toute connaissance de cause que la directrice l'aurait embauché dans son établissement. Ce qu'elle dira, c'est qu'aucune agression n'était connue à cette époque-là. On est sur de la détention d'images pédopornographiques et c'est un peu ce qui ressort. C'est il n'a jamais touché un enfant, c'est derrière un ordinateur, Joël Le Squarnec minimise, il a des bonnes évaluations, on va en rester là. La directrice pense qu'en fait, cette condamnation lui a servi de leçon, comme si il avait pu déraper un moment, et puis bah voilà, c'était réglé. Banaliser la consultation de sites pédopornographiques, le discours a de quoi surprendre. Nous avons retrouvé l'ancienne directrice de l'hôpital de Jonzac. En caméra discrète, nous lui avons demandé pourquoi elle avait embauché le chirurgien, malgré ses antécédents. En fait, nous, on est journalistes et on travaille sur l'affaire Le Squarnec. Je ne veux pas en parler. Il était comment, lui ? C'était un monsieur très gentil, très réservé. Moi, j'étais directrice et voilà, à ce moment-là, on cherchait beaucoup de médecins. Ça n'aurait pas été Jonzac qui le recrutait, ça aurait été Barbezieux, ça aurait été Coll. Mais voilà, on a recruté monsieur Le Squarnec. Des propos qui peuvent choquer, mais qui correspondent à une réalité, celle des déserts médicaux. L'hôpital de Jonzac, ça fait un moment qu'ils cherchent un médecin, qu'ils cherchent un chirurgien, qu'ils n'en trouvent pas, personne ne veut aller à Jonzac. Et c'est une nécessité absolue d'avoir un chirurgien, c'est une denrée rare. Et du coup, on est moins regardant sur d'éventuels passés judiciaires. On a un hôpital à faire tourner, très peu de prétendants à pouvoir s'occuper notamment de chirurgie viscérale, etc. On va peut-être faire prévaloir les intérêts pécuniaires sur les intérêts moraux. Moi, je pense que c'est ça l'explication. Alors, négligence ou omerta ? Vous allez voir que dans cette affaire, il n'y a pas que l'attitude des institutions médicales qui interroge. Car aussi incroyable que cela puisse paraître, plusieurs éléments de l'enquête démontrent que les pulsions de Joël Le Squarnec étaient connues par des membres de sa propre famille. S'il y a bien une personne dont Joël Le Squarnec a toujours été proche, c'est sa compagne, Marie-France. Souvenez-vous. Ils se sont rencontrés relativement jeunes. Après la séparation, ils vont rester mariés. Alors forcément, cette relation interroge quelque peu. Est-ce que Marie-France était au courant des agissements de son mari ? C'est la grande question qu'on se pose. Pour comprendre, nous avons retrouvé la trace de la désormais ex-épouse de Joël Le Squarnec. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Marie-France n'est pas très loquace. Oui, Marie-France ? Oui. Je suis journaliste et je fais un documentaire sur votre mari et je voudrais vous proposer de prendre la parole à ce sujet. Ah oui, non, mais je m'explique pas, je suis désolée. Non. Expliquez, moi. C'est à lui d'expliquer, mais moi j'ai rien à expliquer. Vous êtes sûr ? Parce que je veux dire... Oui, je suis sûr. Oui, je suis sûr. Oui. Vous avez des choses à dire quand même. Non. Mais non, j'ai rien à dire. Enfin, vous aviez vu, vous Excusez-moi, non, oui, on m'avait réveillé, en plus. Donc,
Voilà, je suis désolée, je vais vous souhaiter une bonne journée. Vous êtes sûr que vous voulez pas vous exprimer? Marie-France refuse de s'exprimer. Mais 3 mois plus tard, l'ex-épouse fait volte-face et décide finalement de prendre la parole. On avait une famille heureuse. Comment j'aurais pu me douter qu'il y avait un pervers dans la maison? On peut juste se poser la question de savoir comment une femme a vécu 30 ans dans une intimité évidente avec un homme qui a eu l'activité criminelle que l'on connaît sans s'en rendre compte. Alors, la femme de Joël Le Squarnec connaissait-elle les penchants de son mari pour les enfants? En lisant les carnets du médecin, on peut le penser. En 1996, il écrit « Un cataclysme s'est abattu sur moi, elle sait ». On sait que elle désigne Marie-France. Il écrit noir sur blanc, ma femme a découvert mes armoires avec mes images, elle me demande de tout détruire. Elle a vu que j'étais pédophile. Et il écrit aussi que sa femme a détruit une poupée. Tout ça, on le sait par ses écrits à lui. Donc on n'invente rien, c'est lui qui l'écrit. Cette femme, à minima depuis 1996, elle est informée de quelque chose qui ne va pas. Je ne vous dis pas qu'elle est informée de l'entièreté des faits, mais elle est informée de quelque chose qui ne va pas. Elle est informée d'un sujet de pédophilie tout de même. En partant du principe que Joël Le Squarnec a dit vrai dans ses carnets, qu'aurait pu découvrir Marie-France, son épouse? Au-delà des déviances, savait-elle que son mari passait à l'acte? Pour tenter de le savoir, il faut revenir aux premières pulsions du prédateur en blouse blanche. C'était en 1985. Lui, il va nous dire dans ses carnets que son attirance débute en 1985. Il l'écrit. Il dit, c'est là que j'ai commencé à avoir toutes ces pensées, etc. Et en fait, comme souvent aussi dans ce cas, ça se manifeste d'abord à l'intérieur de la cellule familiale, à l'intérieur de la famille. Donc d'abord, ça commence avec une nièce du côté de sa femme, de Marie-France. Même il décrit qu'il la prend souvent sur ses genoux, etc. Enfin, on sent qu'il parle d'elle comme étant attiré par elle. Il raconte qu'elle avait des longs cheveux, qu'elle s'asseyait sur ses genoux, que d'une certaine manière, elle le séduisait. Et il va assez rapidement passer à l'acte et commencer les agressions sur cette petite nièce à partir de 1986. Et visiblement, la sœur de Marie-France aurait fini par remarquer ses déviances. Il y a la sœur de Marie-France qui lui fait part des soupçons qu'elle a sur de potentielles agressions sur sa fille. Et Marie-France va lui répondre « Oh oui, Joël aime bien les petites filles, mais c'est le cas de plein d'hommes. » Il y a cette phrase un peu surprenante qui d'ailleurs choque la sœur de Marie-France. Une réflexion choquante, mais qui ne prouve pas que Marie-France avait connaissance des agressions que son mari aurait fait subir à sa jeune nièce. En revanche, l'épouse du chirurgien semblait savoir que son mari s'en était pris à la fille d'un couple d'amis, comme le laisse supposer une lettre rédigée de sa main. Il y a cette lettre que Marie-France écrit à une de leurs amies parce que sa fille a révélé être aussi la victime de Joël Le Squarnec. Et Marie-France dit dans sa lettre « Le passé nous rattrape toujours ». Le passé nous rattrape toujours. À demi-mot, la femme du prédateur reconnaîtrait-elle qu'elle était au courant des penchants de son mari? Elle sollicite, pas le secret, mais en tout cas, elle essaye de faire en sorte que les choses s'écrasent un petit peu. Donc c'est bien la preuve qu'elle était quand même un peu au courant des déviances de son mari. Et ça marche. Après cette lettre de Marie-France, aucune plainte ne sera déposée contre Joël Le Squarnec. Alors le chirurgien aurait-il été protégé par son épouse? Elle était assez à cheval sur l'argent, très attachée à son statut social et au fait qu'elle soit mariée avec un médecin. Si
elle commence à évoquer de manière publique ou dénoncer les faits qu'elle soupçonne commis par son mari, tout son monde s'écroule. C'est-à-dire qu'évidemment, sa famille s'effondre, son statut social s'effondre. Ça sera un tsunami dans la vie de Madame Marie-France Le Squarnec. Évidemment qu'une femme se rendant compte de telles choses commises par son mari aurait pu partir immédiatement, aurait pu dénoncer les faits. Faut-il avoir le courage de le faire? Et elle n'a pas eu ce courage-là. Elle a préféré la facilité, la simplicité et surtout préserver ses arrières financiers, hein, il faut quand même le dire. Si Marie-France affirme qu'elle ne savait rien des crimes de son mari, en revanche pour Annie, la sœur de Joël Le Squarnec, il n'y a aucune ambiguïté possible. Son frère lui a tout avoué et elle a gardé le secret. La scène que nous allons vous raconter se passe un dimanche midi en 1999, soit 20 ans avant l'arrestation du prédateur. La sœur du docteur Le Squarnec, que nous appellerons Marianne, et ses filles se préparent pour le traditionnel déjeuner dominical. Ce jour-là, c'est Joël qui reçoit. Mais quelque chose ne va pas. À un moment, il y a la maman qui dit on va aller déjeuner chez Joël Le Squarnec. Et la petite va dire je ne veux pas y aller. Et sa mère dit mais pourquoi? Parce qu'il me touche depuis des années, je ne veux pas y aller. Elle raconte de multiples agressions. Et la sœur de Joël Le Squarnec va croire sa fille. Quelques jours plus tard, lors d'un trajet en voiture, Marianne décide de confronter son frère. Et lui, il ne nie pas. Il l'avoue, en fait, devant sa sœur. Il se met à pleurer, à chaudes larmes. Il va promettre qu'il va se faire soigner, en lui expliquant que c'est pas bien ce qu'il a fait. Et puis, en le voyant pleurer, elle pense que l'incident est clos. Elle pense que c'est un simple incident, en fait. Elle mesure pas la gravité, du tout. Une absence de réaction qui a peut-être aussi une autre explication. Issue d'un milieu modeste, Marianne n'aurait pas osé s'attaquer à ce grand frère chirurgien. C'était la réussite familiale, c'était l'homme parfait. C'était pas possible de ternir cette image-là. Publiquement, c'était pas possible. Il y a la place de Joël Le Squarnec dans sa famille qui est en effet très respecté. Celui qui a réussi, celui qui a de l'argent, qui a une belle femme, qui a tous les attributs de la réussite sociale. Pendant près de 20 ans, la sœur de Joël Le Squarnec gardera le silence. Quant au père du chirurgien, sa réaction a de quoi surprendre lorsqu'il découvre la face cachée de son fils. Quand il apprend ce qui s'est passé, le papa de Joël Le Squarnec a carrément dit « il n'y a pas mort d'homme et c'est pas un crime ». Mais comment expliquer la réaction de ce père qui minimise? En fait, dans la famille, Joël Le Squarnec n'est pas le premier à être passé à l'acte. C'est une réalité systémique dans cette famille. C'est-à-dire qu'on a le grand-père, le père de Joël Le Squarnec, qui a été agressé dans son enfance et qui est accusé d'avoir lui-même agressé un des fils de Joël Le Squarnec. En fait, on a l'impression dans cette famille que l'inceste ou les violences sexuelles dans l'enfance sont présentes à quasiment tous les étages. Et donc, on a préféré que ces actes continuent dans le silence familial plutôt que de jeter l'opprobre sur la famille. Voici comment, pendant 30 ans, Joël Le Squarnec, éminent chirurgien, aurait pu sévir dans 18 hôpitaux sans être inquiété. Des gens comme Marie-France, en fait, n'ont pas dénoncé alors qu'ils savaient. On a l'hôpital où des gens réagissent, mais finalement, ça ne va pas plus loin. Et on se retrouve dans un enchaînement de faits qui font que personne ne dira rien et qu'à aucun moment, Monsieur Le Squarnec ne sera inquiété. Il aura fallu attendre une petite fille de 5 ans. Donc évidemment, il faut féliciter son courage et la remercier de ce qu'elle a fait. C'est donc grâce à la dénonciation d'une petite fille de 5 ans que Joël Le Squarnec peut être jugé. Un moment redouté mais nécessaire pour ces centaines de victimes présumées. Ça va être un procès qui va être long et physique.
mentalement, psychologiquement. Donc ça va être assez difficile. Plus qu'à se préparer au mieux. Je l'appréhende, j'ai hâte, et à la fois j'ai peur, c'est très dur. Pour Gowinda, les faits sont prescrits, donc pas de procès. Mais elle s'est mise au défi d'aller voir son agresseur en prison. Je veux qu'il voit qui je suis devenue. Et comment je suis. Parce que je veux qu'il voit qu'il n'a pas... Malgré tout, il n'a pas réussi en fait à mettre... Même si j'ai souffert par moments, il n'a quand même pas réussi à bousiller ma vie et que j'ai fait quelque chose de ma vie. Contactés à plusieurs reprises, les avocats de Joël Le Skwarnek n'ont pas souhaité s'exprimer. Merci d'avoir écouté la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire Joël Le Skwarnek. Le procès du chirurgien a débuté le 24 février 2025 et devrait durer 4 mois. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin de recevoir chaque semaine un nouvel épisode. Et bien sûr, s'il vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire sur l'appli RTL, rtl.fr et toutes les plateformes partenaires. Je vous dis à bientôt. Sur la piste des tueurs en série, le podcast. Sur une feuille, 35 cases vides précédées de cette phrase terrible, la liste des victimes est la suivante. Fidèle à sa perversité, le vieil homme ne donne pas de nom. Michel Fourniret est un tueur absolu. Il a forcément tué toute sa vie. Donc, bien sûr qu'il existe d'autres victimes. Sur la piste des tueurs en série, c'est l'un des 200 podcasts à écouter sur l'application RTL. Le soleil tombait lourdement sur les ruelles étroites de Kanto, enveloppant la ville d'une lumière rougeâtre qui semblait suspendre le temps. Les étals de fruits et légumes, les scooters qui klaxonnaient à chaque coin de rue, tout paraissait ordinaire, banal. Pourtant, ce soir-là, une ombre silencieuse planait sur le quartier. Un garçon de 11 ans, Min, n'avait jamais franchi le seuil de sa maison. Sa mère, le cœur battant, avait attendu ses pas familiers, mais seule, la brise chaude effleurait son visage inquiet. Les voisins se pressaient derrière les portes, chuchotant entre eux, incapables de croire à la disparition soudaine de l'enfant qui avait toujours joué dans la rue, libre comme le vent. Le murmure du fleuve Mékong, proche et implacable, semblait absorber l'inquiétude, comme si la nature elle-même retenait sa respiration devant l'inconcevable. Ce n'était pas une simple disparition. Le quartier connaissait ses drames, ses vols, ses querelles, mais jamais un enfant n'avait disparu ainsi, sans un bruit, sans un témoin. Les premiers instants de panique avaient été teintés d'incrédulité. Le père, accablé de travail, n'avait rien vu venir. La mère, en proie à la peur, s'était élancée dans les rues, appelant son fils, sa voix se mêlant au bruit de la ville, mais chaque écho revenait vide, porteur d'un silence qui glaçait le sang. Les caméras de surveillance, rares et vétustes, ne montraient rien. Comme si Min avait été avalée par l'air même, effacée de l'espace public. Dans les jours qui suivirent, la police arriva, méthodique mais dépassée par l'émotion qui paralysait le quartier. Les inspecteurs notaient chaque détail, les pas du garçon laissé dans la poussière du matin, le sac d'école oublié près de la porte, la bicyclette appuyée contre le mur comme un spectre de ce qui venait de disparaître. L'ombre de la peur s'étendait sur la ville, et les théories, souvent absurdes, s'élevaient dans les conversations. Enlèvement, fugue, accident. Mais l'instinct de ceux qui connaissent la fragilité de l'enfance leur dictait autre chose, quelque chose de plus sinistre, de plus insidieux. Parmi les enquêteurs, le capitaine Lé, vétéran des affaires délicates, comprit vite que cette disparition ne suivait aucun schéma classique. Chaque détail, si insignifiant soit-il, prenait une importance démesurée. Le placement des jouets dans la chambre, la disposition du mobilier, le cahier d'école sur le bureau, tout devait être observé, analysé, interprété. La ville elle-même devenait une scène de théâtre, chaque coin de rue un possible indice, chaque regard un suspect potentiel. Le Mékong, calme et majestueux, semblait refléter les visages des habitants, porteurs d'inquiétude, de culpabilité ou de peur, et pourtant nul ne pouvait prédire ce que le fleuve allait révéler plus tard. Les rumeurs s'amplifièrent. Certains affirmaient avoir vu un homme étrange rôder près de la maison la veille de la disparition. D'autres prétendaient que le garçon avait été aperçu près du marché, suivi par une silhouette inconnue.
Chaque témoignage, chaque indice, aussi mince soit-il, était enregistré, analysé. Les nuits du quartier étaient désormais hantées par le cri silencieux d'un enfant absent, un cri qui résonnait dans chaque maison, chaque ruelle, chaque esprit. C'est dans ce climat de tension que la première percée inattendue survint. Une vieille caméra, oubliée depuis des années dans un grenier voisin, contenait une carte mémoire. Une vidéo, floue mais saisissante, montrait le garçon jouant tranquillement dans la cour lorsque soudain, une figure indistincte apparaît derrière lui. Le cœur des enquêteurs s'accéléra. Cette découverte, modeste en apparence, ouvrait la première fenêtre vers la vérité, un fil ténu mais réel, qui reliait la disparition au monde tangible. La caméra, témoin silencieux du quotidien, devenait l'instrument d'une enquête qui allait révéler des secrets que personne n'avait imaginés. L'inspecteur Lay, en visionnant la vidéo, sentit une tension presque physique s'emparer de lui. Chaque mouvement, chaque expression, chaque détail devait être scruté avec une précision chirurgicale. Qui était cet homme à l'ombre furtive? Pourquoi suivait-il le garçon? Était-ce un hasard ou le résultat d'un plan soigneusement orchestré? Les réponses ne se trouvaient pas dans les rues, ni dans les témoignages, mais dans les images figées par le temps, capturant l'instant où l'ordinaire avait basculé dans l'horreur. Alors que l'enquête commençait à se déployer, les liens familiaux, les secrets du quartier et les vies de chacun furent ébranlés. Les habitants, confrontés à la possibilité d'un mal insoupçonné parmi eux, devaient faire face à la fragilité de leur quotidien. Et tandis que le Mékong continuait de couler, indifférent à la tragédie humaine, la caméra semblait murmurer que chaque détail, chaque image oubliée, pouvait un jour devenir la clé de la vérité. La vidéo trouvée dans l'ancienne caméra ne laissait aucun doute. Min n'était pas parti de lui-même. Chaque geste de l'enfant, chaque sourire naïf contrastait avec l'ombre qui le suivait, une présence furtive, presque spectrale. L'inspecteur Lay savait que cette image, si simple en apparence, recelait une multitude de détails que l'œil non averti manquerait. Le mouvement d'une branche, le reflet d'une fenêtre, un bruit de pas à peine perceptible pouvaient tous être des pièces du puzzle. La recherche d'indices devenait une quête obsédante, une danse minutieuse entre la patience et l'urgence, car le temps jouait contre eux. Dans les jours suivants, la police fouilla la maison du voisin propriétaire de la caméra, un vieil homme discret nommé Hong Hong, dont la vie semblait irréprochable et monotone. Son regard tranquille, ses gestes mesurés ne laissaient rien transparaître, et pourtant, l'enquêteur sentait sous cette surface lisse une tension invisible. Les interrogatoires se succédèrent, chaque mot pesé, chaque silence écouté, car dans ce type d'affaires, le non-dit était souvent plus révélateur que les paroles prononcées. Hong Hong, en apparence simple et respectueux, se révéla être un archiviste du quotidien du quartier, capturant des images de la vie locale pour une passion discrète et solitaire. Mais la question restait, avait-il vu quelque chose ce jour-là? Et surtout, avait-il conservé volontairement ou accidentellement la clé de la disparition de Min? Le quartier, lui, semblait se transformer sous le poids de la peur et du mystère. Les enfants ne jouaient plus dehors. Les rires avaient disparu, remplacés par des regards suspicieux et des portes fermées. Chaque voisin devenait un suspect potentiel, et chaque histoire familiale, un labyrinthe de secrets. Les enquêteurs commencèrent à comprendre que la disparition de Min n'était pas un acte isolé. Elle révélait un réseau de fragilité, de malentendus et de passivité qui, combinés, avaient permis à l'inexplicable de se produire. L'ombre qui suivait l'enfant sur la vidéo n'était peut-être pas seulement celle d'un individu, mais celle d'un système silencieux d'indifférence et de négligence. En analysant image par image, Lay et son équipe remarquèrent des détails jusque-là ignorés. La main d'un adulte se posant furtivement sur le vélo de Min, une silhouette qui disparaissait derrière un mur à l'angle de la rue, le clignotement bref d'une lumière dans une maison vide. Ces traces ténues, presque imperceptibles, furent compilées et recoupées avec les témoignages recueillis au fil des semaines. La patience devint l'arme principale des enquêteurs. Chaque indice, si infime soit-il, représentait un fil qui, tiré, pouvait dévoiler un réseau complexe d'événements qui avaient conduit à la disparition. L'enquête prit un tournant lorsqu'un informateur anonyme contacta la police. Sa voix, tremblante et prudente, décrivait une scène observée depuis un toit voisin. Un véhicule discret, une silhouette masquée, un enfant emmené vers un endroit inconnu. Les détails coïncidaient avec ceux de la vidéo et avec certains témoignages du voisinage. Pour la première fois, Lay sentit que la lumière commençait à percer l'obscurité,
qu'une vérité tangible se dessinait. Mais cette lumière apportait aussi son lot de terreur, la certitude que le danger qui avait frappé Mine existait encore, peut-être plus proche que jamais. Le lendemain, les enquêteurs décidèrent de revisiter les lieux filmés par la caméra. Chaque rue, chaque façade, chaque recoin fut scruté comme un champ de bataille invisible. Les ombres matinales du Mékong, les bruits des scooters, le vent dans les feuilles de bananier devinrent autant d'indices potentiels. Lé comprit que le quartier lui-même était un personnage central, un témoin silencieux de la disparition, porteur d'histoires cachées et de secrets que personne n'avait voulu révéler. L'enfant n'avait pas seulement disparu physiquement, il avait réveillé un malaise latent, une conscience collective de vulnérabilité que les habitants refusaient d'affronter. C'est dans cette tension que la famille de Mine devint involontairement un acteur de l'enquête. La mère, Wai, ne quittait jamais les lieux, observant, questionnant, notant. Chaque émotion qu'elle laissait transparaître, chaque instant de désespoir, devenait une énergie qui poussait les enquêteurs à ne jamais abandonner. Son amour, silencieux et intense, donnait un rythme particulier à l'enquête, rappelant à tous que derrière les images floues et les indices ténus, il y avait un être humain dont la vie et l'innocence étaient suspendues à la précision et à la perspicacité des policiers. Alors que les jours se transformaient en semaines, l'enquête révéla des contradictions dans les récits des habitants. Certains avaient aperçu des mouvements étranges, mais hésitaient à parler. D'autres avaient observé des comportements inhabituels, mais avaient choisi l'indifférence. La disparition de Mine agissait comme un révélateur. Elle exposait les fissures d'un quotidien apparemment paisible. La caméra, silencieuse et immobile, avait capturé ces instants, enregistrant non seulement le mouvement du garçon, mais aussi la fragilité de tout un tissu social. Un soir, alors que Lé revoyait la vidéo pour la 5e fois, il remarqua quelque chose d'inhabituel. Un reflet sur le mur, un objet presque imperceptible, mais suffisamment clair pour éveiller la curiosité et la crainte. C'était un indice inattendu, un détail insignifiant pour un œil non averti, mais pour l'équipe, il représentait un fil qu'il fallait tirer. Le mystère commençait à se dénouer, mais chaque pas en avant apportait son lot de questions nouvelles, d'incertitudes et de terreurs sous-jacentes. Ainsi, la disparition de Mine n'était plus simplement un événement tragique. Elle devenait une enquête profonde sur la nature humaine, sur les secrets cachés derrière les façades tranquilles, sur la façon dont un instant d'inattention ou de silence pouvait changer une vie pour toujours. La caméra oubliée avait ouvert une fenêtre sur la vérité, et Lé savait que derrière cette fenêtre, la réalité serait plus sombre, plus complexe et plus fascinante que tout ce qu'il avait pu imaginer. Les jours suivants furent marqués par une intensification des recherches. L'inspecteur Lé et son équipe multiplièrent les interrogatoires, fouillèrent les maisons alentours, questionnèrent chaque enfant, chaque adulte, chaque témoin potentiel. Chaque coin de rue, chaque ruelle étroite semblait renfermer un secret. Les bruits du quartier, les moteurs des scooters, les rires lointains des enfants se mêlaient à une tension palpable, presque surnaturelle. Mine n'était pas seulement disparu. Son absence avait laissé un vide qui amplifiait chaque souffle, chaque mouvement. La ville entière semblait retenir son souffle. La vidéo continuait de révéler ses subtilités. À chaque visionnage, de nouveaux détails émergeaient. Une main qui frôlait une porte, un bruit métallique à peine perceptible, une ombre qui se déplaçait avec une précision calculée. Chaque élément était examiné, comparé, recoupé. Lé savait que derrière ces gestes anodins se cachait la logique implacable d'un esprit qui avait planifié la disparition avec minutie. L'enquête ne pouvait pas se contenter de suivre des indices visibles. Il fallait comprendre les motivations, anticiper les mouvements, entrer dans la psychologie de l'auteur invisible. Les habitants commencèrent à coopérer, mais timidement, avec une peur mêlée de méfiance. Certains regardaient Lé et son équipe comme des intrus, venus réveiller des souvenirs qu'ils auraient préféré oublier. D'autres, plus courageux, apportaient des informations, souvent contradictoires, sur les allées et venues dans le quartier les jours précédant la disparition. Chaque témoignage, chaque détail, aussi insignifiant qu'il paraisse, était une pièce du puzzle. La disparition de Mine révélait une fragile architecture sociale, un mélange de solidarité et de peur, de vigilance et de passivité, où chaque comportement pouvait être interprété comme un indice ou comme un obstacle. Puis vint le moment où une piste inattendue émergea. Une maison vide, depuis longtemps délaissée par ses occupants, attira l'attention de l'équipe. Les murs, couverts de moisissures et de poussière, semblaient murmurer des secrets oubliés.
À l'intérieur, des objets abandonnés, des jouets cassés, des vêtements oubliés racontaient une histoire silencieuse. C'est là qu'ils découvrirent un indice crucial. Un morceau de tissu appartenant à l'uniforme scolaire de Min coincé sous une porte. Le frisson de l'évidence parcourut les. Le garçon avait été ici, et ce lieu abandonné n'était pas choisi par hasard. Quelqu'un avait voulu cacher sa trace, mais le hasard ou l'inattention avait laissé un fil ténu, fragile mais irréfutable. L'équipe commença alors à reconstituer la trajectoire du garçon. La vidéo de la caméra du voisin, associée aux nouvelles découvertes sur le terrain, permit de dresser un schéma précis des mouvements. Chaque pas, chaque détour, chaque détail du paysage urbain prenait une signification. Lé sentit que le cercle se refermait lentement, mais que chaque réponse soulevait de nouvelles questions. Qui était derrière cette disparition? Quel était le but? Et surtout, pourquoi ce choix précis du quartier, de la maison, du temps et des circonstances? Les nuits devinrent longues et oppressantes. Lé revoyait sans cesse la vidéo, scrutant chaque image, chaque reflet. Le moindre mouvement de l'ombre, le plus petit détail de la lumière ou du bruit pouvait devenir la clé. La caméra oubliée, témoin silencieux, continuait de livrer des indices, et chaque visionnage rapprochait l'équipe d'une vérité que personne n'aurait pu anticiper. Min n'était pas seulement un enfant disparu, il était devenu un révélateur, un miroir de la vulnérabilité humaine, de la complexité sociale et de la fragilité de l'innocence. C'est dans ce contexte que l'équipe fit une découverte qui allait bouleverser la perception de l'affaire. Une empreinte, discrète mais distincte, sur une poignée de porte. Un objet déplacé, une trace de pas presque effacée dans la poussière. Ces indices matériels, si ténus qu'ils auraient pu passer inaperçus, prouvèrent que le garçon avait été présent, captif, sous l'œil attentif de quelqu'un qui pensait maîtriser le cours des événements. Lé savait que ce quelqu'un n'avait pas seulement suivi un plan. Il avait exploité la routine et l'indifférence des habitants pour agir sans être vu. La banalité de la vie quotidienne avait été sa couverture. La tension monta encore lorsque des incohérences apparurent dans les récits des voisins. Des observations contradictoires, des omissions, des hésitations. Lé sentit que la peur et la culpabilité avaient voilé la vérité, mais que chaque parole retenue pouvait désormais être confrontée aux preuves visuelles accumulées. La vidéo, les objets retrouvés, les empreintes, tout formait un réseau de preuves invisibles aux yeux de l'ignorant, mais limpides pour l'équipe déterminée. Chaque élément s'emboîtait dans un puzzle de plus en plus complexe, où le temps jouait contre eux, mais où la persévérance promettait une révélation. Et puis, une rencontre inattendue apporta un éclairage supplémentaire. Un ancien employé du quartier, discret et effacé, révéla avoir vu un véhicule suspect stationné près de la maison abandonnée la nuit de la disparition. Son récit précis, détaillé, incluant des mouvements et des horaires, permit à Lé de reconstituer la séquence exacte des événements. Le cercle se refermait autour d'un suspect potentiel, mais chaque pas vers cette vérité dévoilait aussi l'ampleur de la complexité psychologique et logistique qui avait permis la disparition de Min. À mesure que les indices s'accumulaient, une image de plus en plus claire émergeait. La disparition n'était pas le fruit du hasard. Il s'agissait d'une action calculée, méthodique, exploitant les failles humaines et la routine sociale pour masquer un acte qui semblait simple, mais qui s'avérait d'une sophistication inquiétante. Min n'était pas seulement un enfant disparu. Il était le centre d'un drame orchestré avec précision, et chaque élément retrouvé, chaque détail de la vidéo, chaque témoignage contribuait à dévoiler la mécanique de ce plan invisible. Le Mékong, calme et majestueux, continuait de couler, témoin silencieux de l'inquiétude et de la peur qui s'emparaissent du quartier. La caméra, elle, restait un témoin immobile, un fil ténu reliant le passé et le présent, la vérité et le mensonge. Lé savait que le prochain pas, s'il était correctement interprété, pourrait enfin conduire à la révélation tant attendue. Mais chaque découverte apportait aussi un poids émotionnel considérable. La conscience de la fragilité de l'innocence, la peur de l'inconnu et l'ombre persistante de la cruauté humaine. Alors que l'enquête progressait, l'inspecteur Lé sentait une tension croissante, presque palpable, dans l'air du quartier. Chaque coin de rue, chaque porte entr'ouverte semblait renfermer un secret que personne n'osait révéler. Le silence des habitants était plus qu'un simple refus de coopérer. Il était le reflet d'une peur profonde, de la conscience que le danger, invisible mais omniprésent, avait déjà franchi leur seuil. Min n'était pas seulement un enfant disparu. Il était devenu l'incarnation d'un malaise latent, d'un mal dissimulé dans la banalité des vies quotidiennes. L'équipe concentra ses efforts sur l'analyse minutieuse de la vidéo.
Chaque mouvement, chaque reflet, chaque détail de lumière devint une pièce essentielle du puzzle. Ils identifièrent des gestes précis, des déplacements calculés, qui révélaient la méthode et l'intention de l'auteur. Ce n'était plus un simple enlèvement impulsif, c'était une opération planifiée, exploitant les habitudes, la routine et même la confiance tacite des habitants. Lee comprit que pour sauver Min, il fallait entrer dans la logique de celui qui l'avait pris, anticiper ses mouvements et deviner ses intentions les plus cachées. Un soir, en observant la vidéo à nouveau, Lee remarqua quelque chose qui avait échappé à tous les précédents visionnages. Une silhouette qui semblait surveiller non seulement Min, mais aussi le voisinage. L'ombre se déplaçait avec prudence, choisissant ses moments, disparaissant et réapparaissant, toujours à la limite de la visibilité. Ce détail changeait complètement la perspective de l'enquête. Il ne s'agissait pas d'un acte isolé, mais d'une surveillance méthodique, orchestrée avec précision. L'angoisse monta dans le cœur des enquêteurs. La disparition de Min n'était pas le fruit du hasard. Elle révélait un contrôle calculé, une manipulation de l'espace et du temps pour atteindre un objectif précis. Lee décida alors de revisiter les lieux filmés par la caméra du voisin, cette fois avec une approche plus stratégique. Chaque rue fut parcourue, chaque façade examinée, chaque regard analysé. Les enquêteurs notèrent les moindres détails, des traces de pas dans la poussière, un léger déplacement des objets, des marques presque invisibles sur les murs. La maison abandonnée, déjà explorée, révéla de nouveaux indices. Une fenêtre entr'ouverte, un petit fil de tissu accroché à un clou, des empreintes imperceptibles. Tout indiquait que Min avait été là, et que l'auteur avait tenté de dissimuler chaque trace, mais la minutie avait laissé des failles. La pression sur les habitants devint palpable. Les voisins, confrontés aux preuves et aux questions répétées, commencèrent à craquer. Certains avouèrent avoir vu des allées et venues inhabituelles, d'autres des comportements étranges, mais avaient choisi l'indifférence par peur ou par fatigue. Lee réalisa que le silence collectif avait permis à l'auteur de se mouvoir sans être inquiété. Chaque témoignage apporté, aussi tardif soit-il, permettait de reconstruire la chronologie avec plus de précision, rapprochant l'équipe de la vérité tout en dévoilant la complexité des interactions humaines dans ce quartier. Puis vint une découverte qui fit trembler tout le quartier. Une caméra oubliée dans un grenier adjacent à la maison abandonnée contenait des images inédites. La vidéo montrait Min se déplaçant dans la cour, suivie par une figure dissimulée derrière des haies et des murs. L'examen minutieux révéla un détail crucial, un indice sur la direction prise après que l'enfant ait quitté le champ de vision initial. Chaque image était analysée avec une précision obsessionnelle, chaque mouvement décodé, chaque détail contextualisé. Lee comprit que cette séquence permettrait de reconstruire le trajet exact de l'enfant et d'identifier les lieux où il avait été retenu. Les jours suivants furent consacrés à la reconstitution complète de l'événement. Lee et son équipe dessinèrent des cartes combinant vidéos, témoignages et traces matérielles. Chaque détail ajoutait une pièce au puzzle complexe de la disparition. Le fil conducteur devint clair. L'enfant avait été suivi, isolé et conduit vers un endroit choisi avec soin où chaque sortie était planifiée, chaque témoin neutralisé par la peur ou l'inattention. La sophistication de l'opération révélait un esprit calculateur, méthodique et implacable. La tension atteignit son paroxysme lorsque des incohérences apparurent dans les récits des voisins proches du lieu final de détention. Des omissions, des hésitations, des contradictions mineures mais significatives qui indiquaient que quelqu'un, intentionnellement ou par peur, avait dissimulé des informations essentielles. Lee savait que la clé de la résolution résidait dans ses failles psychologiques autant que dans les preuves matérielles. Chaque interrogatoire devenait un jeu subtil de patience et de perspicacité, où le moindre mot pouvait dévoiler une vérité cachée depuis des semaines. Finalement, la combinaison des indices vidéo, des témoignages et des preuves matérielles permit à l'équipe de localiser un bâtiment discret, abandonné depuis des années mais récemment utilisé. À l'intérieur, chaque détail confirmait ce que la vidéo avait suggéré. Des jouets, des vêtements, des objets personnels de Min, soigneusement rangés mais visibles à ceux qui savaient où regarder. Lee sentit une montée d'adrénaline et de crainte. Le garçon n'était plus qu'à quelques pas, mais chaque instant était critique. L'ombre de l'auteur planait toujours, et la moindre erreur pouvait compromettre la conclusion de cette enquête délicate et obsédante. Le Mekong, silencieux, reflétait les lueurs du soir, témoignant d'un calme trompeur. La ville semblait retenir son souffle, chaque habitant ignorant encore l'ampleur de ce qui se jouait dans le quartier.
Min, fragile et inconscient de la complexité qui l'entourait, était sur le point de réapparaître grâce à la vigilance et à la persévérance de ceux qui avaient refusé de laisser le mystère s'éterniser. La tension était palpable, la vérité imminente, et la découverte de l'enfant constituait le tournant décisif qui rapprochait la justice d'une conclusion longtemps attendue. La nuit tombait sur Kan-to, mais l'inspecteur Lee et son équipe ne ressentaient aucune fatigue, seulement une tension presque physique. Chaque pas à l'intérieur du bâtiment abandonné était calculé, chaque respiration mesurée, car le moindre bruit pouvait alerter l'auteur encore présent, si ce dernier n'avait pas abandonné son plan. L'air, lourd et humide, portait l'odeur du vieux bois et de la poussière, mais aussi une subtile inquiétude. Le temps s'écoulait et chaque minute rapprochait la vérité de l'enfant disparu. Puis, derrière une porte entr'ouverte, une silhouette frêle fut aperçue. Min. Son regard, d'abord étonné, se remplit peu à peu de soulagement en reconnaissant la présence humaine, mais la peur, elle, ne le quittait pas. Lee fit signe à ses collègues de rester silencieux, avançant avec précaution. Chaque mouvement était un équilibre entre l'urgence et la prudence. Un geste brusque, et tout pouvait basculer. Le cœur du garçon battait à tout rompre, mais son instinct lui dictait qu'il était enfin à l'abri. Et pourtant, il ne comprenait pas encore pleinement l'ampleur de ce qu'il avait vécu. L'inspecteur Lee s'accroupit doucement, respectant la distance et le temps nécessaire pour établir un lien de confiance. « Min, c'est Lee. Tu es en sécurité maintenant, » murmura-t-il. La voix, calme et rassurante, agit comme un baume sur la peur accumulée de l'enfant. Les semaines de tension et d'angoisse, l'ombre constante de l'inconnu, tout semblait se condenser en ce moment précis. La fragile intersection entre le danger passé et la sécurité retrouvée. Min, les yeux humides, s'agrippa aux mains tendues, comme pour s'ancrer à la réalité, comme pour s'assurer que ce n'était pas un rêve. La fouille du bâtiment révéla davantage de détails sur le plan de l'auteur. Chaque pièce, chaque recoin, chaque objet témoignait d'une préméditation inquiétante. Un coin aménagé pour l'enfant, des provisions discrètement laissées, des marques presque invisibles sur les murs indiquant une surveillance continue. Lee sentit l'horreur de la situation s'intensifier. L'enfant avait été observé, manipulé et isolé avec une minutie glaçante. Ce n'était pas un acte impulsif, c'était une machination, fruit d'une logique calculée et d'une cruauté froide. Pendant que Min était sécurisé, les enquêteurs commencèrent à croiser les indices avec les informations accumulées depuis des semaines. La vidéo, les témoignages du voisinage, les empreintes et les traces matérielles. Un schéma précis se dessinait enfin. L'auteur de cette disparition n'était pas un étranger passager. Il faisait partie du tissu social, profitant de la routine, de la confiance et de l'indifférence silencieuse de tous. Lee comprit que cette révélation aurait un impact profond sur le quartier. La banalité apparente avait été utilisée pour commettre l'inimaginable. La famille de Min, alertée et conduite sur les lieux, fut envahie par une émotion intense. La mère, Wai, s'effondra presque, submergée par un mélange de soulagement et de terreur. Le père, habituellement réservé, montra une colère mêlée d'inquiétude et de gratitude. Chaque membre de la famille comprenait, dans un souffle, l'ampleur de ce qui venait de se produire. L'innocence de l'enfant avait été menacée, mais la persévérance et la vigilance de ceux qui avaient refusé l'indifférence avaient permis de retrouver Min vivant. Mais la découverte de l'enfant ne suffisait pas. L'enquête devait maintenant se tourner vers la responsabilité. Qui avait orchestré cette disparition et pourquoi ? Les indices matériels, la vidéo et les témoignages indiquaient un seul suspect potentiel. Lee décida de confronter le voisinage, en recherchant les incohérences, les hésitations et les omissions. Chaque détail, chaque contradiction, chaque non-dit devenait une arme dans la quête de la vérité. L'auteur, croyant s'être fondu dans le quotidien, était désormais à portée de la justice. Les révélations qui suivirent furent choquantes. Le suspect, un homme jusque-là considéré comme discret et inoffensif, avait utilisé sa connaissance du quartier et des habitudes des habitants pour planifier et exécuter la disparition. La minutie avec laquelle il avait suivi Min, observé chaque mouvement et anticipé les réactions des voisins démontrait une froideur calculée et une maîtrise inquiétante de la situation. Lee sentit un mélange de soulagement et de colère. Le danger immédiat était écarté, mais la lucidité de la cruauté humaine restait un poids lourd à porter. Le processus d'arrestation fut rapide et précis. L'équipe avait préparé chaque étape avec soin, minimisant le risque pour l'enfant et garantissant la sécurité de tous. L'homme, confronté aux preuves irréfutables, vidéos, traces matérielles, témoignages,
ne put nier l'évidence. La justice commençait enfin à combler le vide créé par la peur et l'injustice, et la vérité se matérialisait dans la confrontation directe avec la réalité de l'acte commis. Alors que Min était ramené chez lui, l'atmosphère du quartier changea imperceptiblement. Les habitants, témoins de l'issue, prirent conscience de la fragilité de leur quotidien et de la responsabilité de la vigilance collective. Le Mékong, toujours majestueux et silencieux, semblait refléter une sérénité retrouvée, mais les cicatrices invisibles demeuraient, rappelant à chacun la proximité du danger et la nécessité de ne jamais sous-estimer la cruauté humaine. Ce moment de retrouvailles et de confrontation marqua le point culminant de l'enquête. Le garçon était sain et sauf, l'auteur identifié et confronté à la justice. Mais la vérité, bien que révélée, laissait derrière elle un écho d'inquiétude et de réflexion sur la fragilité de l'innocence et sur la vigilance nécessaire pour protéger ce qui est précieux. Même après la découverte et la sécurité de Min, Lê savait que l'affaire n'était pas close. La surface n'était qu'effleurée, la vérité entière se cachait derrière des couches de mensonges, de silence et d'ombre. L'enquête devait maintenant se concentrer sur la motivation, les complicités potentielles et les zones d'ombre que l'arrestation initiale n'avait pas encore révélées. Chaque élément du puzzle devait être analysé, chaque témoignage recoupé, chaque image vidéo scrutée pour déceler ce qui avait pu échapper aux yeux attentifs des enquêteurs. L'homme arrêté, jusque-là perçu comme discret et ordinaire, se révélait être un calculateur froid, capable de planifier et d'exécuter un acte d'une précision quasi militaire. Ses habitudes, ses interactions avec le voisinage, ses déplacements quotidiens, tout avait été orchestré pour donner l'illusion d'une vie normale tout en masquant une mécanique inquiétante. Lê et son équipe reconstituèrent sa trajectoire sur plusieurs semaines, analysant les moindres détails, les heures exactes où il observait, les trajets qu'il empruntait, les signes subtils qu'il laissait derrière lui. Une découverte majeure vint bouleverser l'équilibre fragile de l'enquête. Dans une cachette située sous le plancher d'un ancien entrepôt, des objets personnels appartenant à Min furent retrouvés, ainsi que des carnets contenant des notes précises sur ses mouvements, ses routines et même ses habitudes alimentaires. L'homme n'avait pas seulement suivi l'enfant, il avait étudié sa vie avec minutie, transformant un simple acte de malveillance en une obsession méthodique. Lê sentit un frisson glacial. La banalité apparente de l'homme masquait une intelligence perverse et un contrôle absolu sur chaque détail de l'événement. Les enquêteurs commencèrent alors à interroger les membres de la famille et les voisins sous un angle nouveau. L'attention aux incohérences, au silence, aux hésitations devint cruciale. Chaque mot retenu, chaque souvenir occulté, chaque détail oublié pouvait fournir la clé pour comprendre l'étendue du plan. Lê comprit que la disparition de Min n'avait pas seulement été un acte isolé, mais un révélateur d'une réalité plus large. La vulnérabilité des enfants face à la manipulation et la facilité avec laquelle un observateur méthodique pouvait exploiter les failles de la routine humaine. Puis, un élément inattendu fit surface. Des messages électroniques cryptés trouvés dans l'ordinateur personnel de l'homme, indiquant qu'il n'avait peut-être pas agi seul. Les correspondances, codées et énigmatiques, laissaient entendre l'existence d'un réseau plus vaste, ou du moins d'une complicité indirecte, ce qui ajoutait une nouvelle dimension au mystère. Lê réalisa que l'affaire, déjà complexe, pouvait s'étendre au-delà de ce qui avait été perçu initialement. Chaque connexion, chaque lien devait être exploré, et chaque individu interrogé. La tension dans le quartier resta palpable. Les habitants, maintenant conscients de la gravité et de la sophistication de l'acte commis sous leurs yeux, commencèrent à réfléchir sur leur propre comportement. Les silences, les hésitations et les indifférences passées prenaient une nouvelle signification. Ils avaient permis à l'invisible de prospérer. Lê ressentit que la dimension humaine de l'affaire était tout aussi cruciale que les preuves matérielles. Comprendre les failles collectives et les comportements individuels était essentiel pour prévenir toute répétition et pour donner un sens à la tragédie survenue. Les jours suivants, les enquêteurs réexaminèrent toutes les preuves matérielles, chaque image de la caméra, chaque empreinte, chaque note retrouvée dans l'entrepôt. L'attention aux détails, combinée à la compréhension psychologique du suspect, permit de reconstituer le déroulé exact de la disparition. Chaque étape, chaque décision, chaque déplacement de l'enfant fut chronologiquement précisé, révélant l'ingéniosité méthodique et l'implacabilité de l'auteur. La minutie du plan, qui avait échappé à tous, devenait maintenant évidente, presque terrifiante par sa précision. La confrontation finale avec le suspect permit de lever le voile sur ses motivations.
Un mélange de fascination morbide, de contrôle obsessionnel et d'isolement social expliquait, sans excuser, ses actions. L'homme parlait calmement, détaillant chaque mouvement, chaque choix, comme si l'acte avait été un simple exercice intellectuel. Lé sentit un mélange de dégoût et de fascination. Comprendre la logique de l'inimaginable est nécessaire pour assurer la justice, mais elle laisse aussi une empreinte psychologique durable sur ceux qui l'observent. En parallèle, Min retrouvait progressivement son quotidien, mais l'équipe et sa famille savaient que les traces psychologiques de cette expérience resteraient. Le courage, la vigilance et la persévérance avaient sauvé l'enfant, mais la mémoire de la peur, de l'isolement et de la manipulation resterait un rappel constant de la fragilité de l'innocence. Lé sentit que cette affaire, bien que résolue, avait transformé tous ceux qui y avaient participé, leur offrant à la fois un sentiment de justice et une conscience accrue de la complexité humaine et de la nécessité de vigilance constante. Le Mékong continuait de couler, silencieux et majestueux, témoin immuable de ce qui s'était passé. La ville reprenait un rythme apparent de normalité, mais chacun savait que la banalité du quotidien pouvait masquer des réalités terrifiantes. L'enquête avait révélé la vérité, identifié le responsable et sauvé l'enfant, mais elle laissait derrière elle une réflexion profonde sur la fragilité de la sécurité, la nécessité de vigilance et l'influence des comportements humains sur le destin des innocents. Les jours suivants révélèrent que l'impact de l'affaire allait bien au-delà de la simple résolution de la disparition. Le quartier tout entier, autrefois tranquille, semblait désormais vibrer d'une tension latente, un mélange de soulagement et de suspicion. Chaque voisin, chaque rue, chaque fenêtre semblait porter le souvenir de ce qui avait été révélé. La fragilité des apparences, la capacité de l'ombre à s'insinuer dans la routine et la nécessité d'une vigilance constante. Lé savait que cette prise de conscience collective était aussi une partie de la justice. La vérité ne se limitait pas à l'arrestation de l'auteur, elle s'étendait à l'éveil de la conscience sociale. Les enquêteurs se concentrèrent sur les ramifications du réseau implicite suggéré par les messages cryptés trouvés dans l'ordinateur du suspect. Était-ce un simple délire de l'individu ou révélait-il l'existence de complices, peut-être dissimulés dans l'ombre du quotidien? Chaque interrogation, chaque vérification administrative, chaque recoupement de données se fit avec minutie. Lé savait que la moindre erreur pouvait laisser une faille exploitable, que l'ombre qui avait planifié la disparition pouvait encore se glisser entre les mailles du filet judiciaire. Un soir, alors que la lumière du soleil disparaissait derrière le Mékong, une nouvelle pièce du puzzle apparut. Un témoin, jusqu'alors silencieux, accepta de parler. Ces informations, à première vue anodines, révélèrent un détail capital. Un lieu de transit utilisé par le suspect pour préparer son plan. Un endroit qui avait échappé à toutes les recherches précédentes. Cette révélation permit de comprendre l'ingéniosité logistique de l'auteur. La surveillance, la manipulation et la préparation méticuleuse n'étaient pas confinées au quartier immédiat, mais s'étendaient à une infrastructure soigneusement choisie pour dissimuler ses mouvements. Avec cette nouvelle piste, Lé ordonna une exploration ciblée. Chaque pièce, chaque objet, chaque coin d'ombre fut examiné avec précision chirurgicale. Des indices supplémentaires apparurent. Des vêtements, des jouets et même des objets quotidiens de la famille de Min, déplacés et organisés comme pour créer un univers contrôlé où le temps semblait s'être figé. La minutie et la froideur du plan frappèrent l'équipé. Chaque geste, chaque détail, chaque action de l'auteur était conçu pour minimiser les risques et maintenir un contrôle absolu sur la situation. Mais la plus grande révélation ne fut pas matérielle, elle fut humaine. En confrontant les habitants aux nouveaux éléments, Lé observa un changement subtil mais profond dans les regards, les gestes, les hésitations. Le quartier, confronté à l'évidence de la manipulation, prenait conscience de sa propre responsabilité, de sa passivité et de ses silences. Les habitants comprirent que l'ombre qui avait planifié la disparition ne pouvait exister que grâce à l'ignorance, au déni et à l'inattention collective. Cette réalisation, brutale mais nécessaire, renforça la portée sociale de l'affaire, transformant une disparition individuelle en leçon collective sur la vigilance et la solidarité. Alors que la lumière déclinait, l'inspecteur Lé rassembla tous les éléments pour une confrontation finale. L'homme, désormais isolé et acculé par les preuves matérielles, les vidéos et les témoignages, fut interrogé une dernière fois. La froideur et le calcul qui avaient caractérisé ses actions se fissurèrent sous la pression. Chaque détail qu'il avait négligé, chaque trace laissée par sa propre méthodologie minutieuse, devint une pièce irréfutable.
Lé sentit que le moment de vérité absolue approchait. La justice allait non seulement rétablir la sécurité de Min, mais aussi clore un chapitre de manipulation et de terreur soigneusement orchestré. La confrontation révéla des détails qui glaçaient le sang. L'homme avait non seulement suivi Min, mais avait anticipé chaque mouvement des habitants, calculé chaque réaction possible et préparé un plan complexe pour isoler l'enfant. Ses notes, ses repérages et ses observations démontraient une intelligence perverse, capable de transformer la routine quotidienne en un instrument de contrôle et de peur. Lé comprit que la résolution de l'affaire ne consistait pas seulement à retrouver l'enfant et punir le coupable. Elle consistait à dévoiler la mécanique invisible de la manipulation, à exposer la froide précision de l'ombre humaine qui pouvait infiltrer l'ordinaire avec une minutie inquiétante. En parallèle, Min, entouré de sa famille, reprenait progressivement le contrôle de sa vie. Les gestes rassurants de ses parents, la chaleur de leur présence et la sécurité retrouvée permirent de reconstruire peu à peu l'innocence et la confiance que la disparition avait fragilisée. Mais même dans ce moment de répit, une part de vigilance demeurait. La mémoire de la peur et de l'isolement continuerait à rappeler, subtilement mais avec constance, la précarité de l'innocence et la fragilité de la sécurité. Le Mékong, paisible et majestueux, reflétait la lumière du crépuscule comme un miroir silencieux de la vérité révélée. La ville semblait respirer de nouveau, mais chacun savait que la banalité du quotidien pouvait masquer des réalités terrifiantes. La justice avait été rendue, la sécurité de l'enfant assurée, mais l'empreinte de l'ombre persistait dans les esprits, rappelant la vigilance nécessaire et la responsabilité collective dans la protection des innocents. La lumière de l'aube perçait à peine les nuages du Mékong, et pourtant le quartier semblait plus lourd que jamais, chargé de souvenirs récents et de leçons difficiles. Lé marchait lentement le long des quais, repensant à chaque détail, chaque geste, chaque regard qui avait contribué à l'issue de cette affaire. Min, désormais en sécurité auprès de sa famille, était le symbole d'une innocence préservée, mais aussi la preuve que le mal, même dans sa plus grande subtilité, pouvait être découvert et confronté. Chaque pas dans le silence matinal résonnait comme un écho de la fragilité humaine, et l'inspecteur sentait le poids des responsabilités qui reposaient sur lui et sur tous ceux qui avaient participé à l'enquête. Les jours suivants révélèrent l'ampleur réelle des répercussions. Les habitants, confrontés à la vérité sur l'homme que personne n'avait soupçonné, commencèrent à regarder leur quotidien autrement. Le réseau social invisible qui avait permis l'ombre de prospérer se fissurait sous l'effet de la peur, mais aussi de la conscience collective. Lé comprit que l'affaire n'était pas seulement résolue au sens judiciaire. Elle avait transformé la perception, éveillé la vigilance, et rappelé que la banalité peut cacher la complexité et la routine, la cruauté. Des réunions furent organisées avec les familles, les voisins et même certains témoins réticents. La transparence et la communication devinrent essentielles pour reconstruire la confiance et prévenir toute répétition. L'inspecteur Lé savait que la justice ne se limitait pas à l'arrestation du coupable. Elle passait aussi par la reconstruction sociale, par la conscience éveillée de ceux qui avaient été témoins ou complices involontaires de l'indifférence. Chaque conversation, chaque témoignage partagé, chaque geste de solidarité contribuait à refermer les cicatrices invisibles laissées par la peur et l'ombre. L'homme arrêté, confronté aux preuves irréfutables, fut inculpé et son procès se déroula sous l'œil attentif de la communauté. Ses explications, froides et méthodiques, révélèrent une intelligence dévoyée, mais surtout une capacité inquiétante à exploiter la routine et la confiance des autres. Lé observa avec un mélange de fascination et de répulsion. Comprendre le mécanisme de la malveillance était nécessaire, mais l'ombre humaine restait une réalité à la fois effrayante et éducative. Chaque détail révélé pendant le procès renforçait la prise de conscience collective et la vigilance nécessaire pour protéger les innocents. Min, lui, reprenait doucement sa vie d'enfant. Les jeux dans les rues, les rires dans les cours, les petites routines quotidiennes semblaient reprendre leur place naturelle, mais avec une délicatesse nouvelle. Sa famille, désormais consciente de la fragilité de l'innocence et du danger qui peut surgir même dans l'ombre la plus banale, veillait avec une attention accrue, mais aussi avec une résilience renouvelée. Chaque geste tendre, chaque sourire échangé, chaque étreinte renforçait le lien entre l'innocence retrouvée et la sécurité reconstruite. Lé, en quittant le quartier pour un moment de repos, réfléchit aux leçons que cette affaire laissait derrière elle.
La persévérance, l'attention aux détails, la vigilance collective et la compréhension psychologique avaient été les outils qui avaient permis de sauver l'enfant et de révéler la vérité. Mais au-delà de la réussite matérielle, c'était la dimension humaine, émotionnelle et sociale qui laissait l'empreinte la plus durable. La justice n'était pas seulement une question de loi et de preuves, mais aussi de conscience, de courage et de responsabilité partagée. Alors que le soleil s'élevait enfin au-dessus du Mékong, ses rayons dansant sur l'eau calme, Lê ressentit un mélange de soulagement et de gravité. Le danger avait été neutralisé, la vérité révélée, l'enfant retrouvé. Mais l'ombre de la manipulation, de la cruauté et de la fragilité humaine resterait toujours présente, sous-jacente, rappelant à chacun la vigilance nécessaire et la valeur précieuse de l'innocence. Chaque respiration du quartier, chaque regard échangé entre voisins, chaque sourire retrouvé dans les yeux de Minh témoignait de cette victoire sur l'obscurité, mais aussi de la conscience que le combat pour la sécurité et la justice est un effort constant, jamais achevé. La disparition d'un garçon à Can Tho en 2012, résolue grâce à une vidéo cachée dans l'ancienne caméra d'un voisin, devint ainsi bien plus qu'une simple enquête. Elle fut un miroir de la fragilité humaine, de la complexité sociale et de la persévérance nécessaire pour protéger ce qui est précieux. Et même lorsque la tranquillité semblait revenue, le quartier, le Mékong, et les habitants savaient que la vigilance, la mémoire et la justice devaient toujours rester vivantes, comme un fil invisible reliant passé, présent et avenir.